Donc Ivanov, en effet, c'est le spectacle de nos 10 ans. On a voulu s'attaquer à Tchekhov pour fêter nos 10 ans. L'éternalité, c'est une vraie troupe. C'est pour ça qu'ils sont 8 au plateau, c'est qu'on a du mal à faire autrement, parce qu'on s'aime beaucoup et qu'on travaille ensemble. Et on a voulu un peu se faire un cadeau particulier, c'est qu'on s'est attaqué à Tchekhov avec la volonté un peu inconsidérée au début de le retraduire. Donc la particularité de ce projet, entre autres, c'est que c'est une nouvelle traduction de l'Ivanov de Tchekhov. Quand il l'avait écrit, Tchekhov, il avait 27 ans, ce qui est à peu près mon âge aussi, ce qui est à peu près l'âge de la troupe. Donc on s'est senti proche de cet Ivanov et on a voulu se l'approprier. C'est-à-dire que j'avais fait la distribution avant qu'on commence la traduction et on a pu ajuster sur mesure chaque personnage pour l'acteur et l'actrice qui allait le jouer. Donc on a coupé, on a adapté, on a fusionné des rôles pour arriver à 8, parce que normalement c'est une pièce qui se joue avec 14 ou 15 personnages. Donc là, c'est les 8 piliers de la troupe qui interprètent les rôles. Et surtout, on a donné aux personnages l'âge des acteurs, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que parfois, des relations familiales ont évolué, des oncles sont devenus des cousins, des pères sont devenus des frères, pour que notre génération puisse prendre en charge Ivanov sans jouer des vieux ou sans ne pas avoir l'âge du rôle. Voilà. Et on l'a rapproché de nous, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti de la Russie, on en est vraiment parti. On a transposé l'action en France, sans doute en Bourgogne, quelque part, dans un domaine viticole dont Ivanov a hérité. Et il ne sait pas trop comment gérer l'héritage que la génération d'avant lui a laissé entre les mains. Donc cette grande maison qui périclite, il a ramené d'un de ses voyages pendant lequel il est tombé amoureux, une femme, Anna, qui dans notre adaptation est d'origine turque et qui se meurt 5 ans plus tard d'un cancer, non pas d'une phtisie comme chez Tchekhov. Donc vous voyez que le cancer aujourd'hui, c'est un mot tout de suite concret dans nos esprits, alors que la phtisie et puis les trentenaires qui rentrent dans la vie active sont toujours considérés comme des jeunes de la part de tout le monde, se sentent de moins en moins jeunes, et qu'est-ce qu'on fait du monde qu'on nous laisse? Donc malheureusement, Ivanov est un peu l'histoire fictive d'un échec, parce que la pièce, peut-être vous le savez, vous vous en souvenez, se termine par un suicide. Mais dans notre compagnie, on travaille actuellement sur un triptyque, Molière, Tchekhov, Musset, avec 3 figures de jeunes gens qui ont essayé de prendre leur vie en main. Donc on a Scapin de Molière, Ivanov de Tchekhov et Fantasio de Musset. Donc on essaye de créer un triptyque pour justement parler du monde en transition dans lequel nous sommes et ce qu'on essaye d'en faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Ivanov. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Le spectacle est tout frais encore, on l'a très très peu joué. Il est créé, comme vous l'avez vu, vraiment dans une version qu'on a voulu esthétique, avec un décor important, une création de lumière importante pour pouvoir se jouer en salle. Mais il se trouve qu'on travaille aussi sur une autre version. Et juste avant de te redonner la parole, c'était pour vous dire que dans le travail de répétition, qui a succédé au travail de traduction qui nous a pris plus d'1 an. Donc on a fait vraiment un énorme travail sur le texte, ça fait longtemps qu'on porte ce projet, il est très important pour nous, c'est vraiment le spectacle de nos 10 ans. Donc après avoir travaillé beaucoup sur le texte, on est parti avec les comédiens, non pas dans un théâtre, mais on est parti dans ce qu'on pourrait appeler un décor naturel, un décor réaliste, de cette grande maison dont on rêvait, qui serait la maison d'Ivanov. On a fait appel à nos relations, on a loué des gîtes, on est parti vraiment en Bourgogne, vraiment visiter des caves, vraiment s'entourer de vignes, s'entourer de champs, et être dans des grandes maisons lourdes d'héritage. Des maisons voilà, dont la cuisine est surchargée, des maisons avec des bibliothèques, des objets, des maisons lourdes d'héritage, et on a travaillé en improvisation, en personnage, pendant de longues heures sur les situations de la pièce, pour travailler les rapports entre les personnages. Donc ça a donné quelque chose de très fort, c'est qu'on a fini ces résidences par un filage, un bout à bout, donc sans décor, sans lumière, sans costume, en se servant du vrai espace dans lequel on était comme étant le décor de l'action. Donc ce travail-là particulier a permis d'aller plus vite une fois qu'on était au plateau, donc dans un décor, une scénographie théâtre, mais nous permet aussi de nous réadapter à l'inverse pour revenir jouer dans des décors naturels. Alors, justement, à ce propos, puisque bon, le spectacle devait être joué au Théâtre de Loul à Avignon cet été, où d'ailleurs tu as été aussi en résidence pour le spectacle, il s'avère aussi qu'il y avait une autre résidence derrière, à Versailles, où la compagnie est résidente. Et en fait, le spectacle était, en sortie de résidence, programmé au Théâtre Montansier. Et en fait, pour des raisons sanitaires, le spectacle a été déprogrammé et reprogrammé dans le potager du roi. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Alors, c'est complètement autre chose, c'est une adaptation.
n'a rien à voir avec ce que évoque ce premier teaser. Toutefois, c'est un objet qu'on peut imaginer aussi dans des lieux totalement différents. Emmanuel est allé voir quelques jours avant pour voir un peu où est-ce que où les comédiens pouvaient jouer, enfin utiliser totalement la typologie du lieu, et ça a donné quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez unique, et ça on peut le reproduire un peu partout. Maintenant c'est autre chose, enfin moi j'ai énormément aimé, mais je le vois comme un autre objet théâtral, quoi. Mais bien sûr, mais j'ai oublié d'en parler, vous avez bien fait de le dire. Merci, merci d'avoir été là hier et de le signaler aujourd'hui. Évidemment, je ne parle pas russe. Bien sûr, quand je parle d'une traduction, je n'aurais... Comment j'ai pu oublier ça? Merci beaucoup, monsieur. Ce projet n'aurait même pas pu voir le jour sans Yuri Zavagniuk, en effet, qui est mon camarade de promotion au conservatoire, qui est ukrainien, qui est parfaitement russophone, qui joue dans le spectacle et qui a fait un énorme travail d'une traduction mot à mot qui lui a déjà pris des mois pour qu'on puisse passer du russe au français sans passer par Markovitch, qui est un peu la référence française actuelle. Donc sans son travail, et ensuite tous les deux, on a pu adapter la traduction, retraduire ensemble, etc. Mais c'est évidemment une traduction exclusive parce qu'elle est faite par l'un des membres de la troupe directement. Alors en effet, c'est dur à résumer, c'est-à-dire que c'est la fin d'une passion. C'est la fin d'une vie à 30 ans. Donc, Ivanov a hérité d'un domaine qu'il n'arrive pas à gérer. Dans notre histoire, c'est un domaine viticole. On ne sait pas quel domaine c'est. Sa femme meurt d'un cancer. À côté, il y a une autre famille, le domaine d'à côté, leurs voisins, qui eux marchent très très bien. On ne sait pas ce qu'ils font, mais dans notre histoire, ils vendent aussi du vin, c'est leur concurrent direct, mais eux marchent très bien. Il se trouve qu'Ivanov est endetté auprès de cette famille. Et qu'il se trouve aussi que cette famille a une jeune sœur charmante qui est très très attirée par Ivanov. Et alors que sa femme meurt d'un cancer, donc chez nous, il succombe aux avances il succombe aux avances de la voisine. Donc ça crée beaucoup de honte pour lui dans les relations. À la fin de l'acte 2, sa femme meurt et un an plus tard, il épouse la jeune voisine, sans doute par amour, sans doute pour éponger ses dettes en même temps. Et il finit par se rendre compte de la vacuité de tout ça et malheureusement se suicide. Donc raconté comme ça, c'est une histoire assez simple. Ce qui en fait la richesse, c'est les personnages. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé d'Anna et Ivanov, donc le couple, Sacha, donc la jeune sœur, amoureuse d'Ivanov, sauf qu'il y a aussi le médecin, Lvov, qui vient à domicile beaucoup pour essayer de soigner Anna de son cancer et qui en fait tombe amoureux d'Anna et ne supporte pas de voir qu'Ivanov la délaisse, donc il y a beaucoup d'animosité entre deux. Il y a aussi dans cette maison d'Ivanov un pique-assiette qui est Chabelski, qui est un comte déchu, un membre de la famille éloignée, qui a perdu sa femme et qui erre un peu sans but, un artiste, un saltimbanque un peu, un pique-assiette. Le domaine d'Ivanov est géré par Borkin, qui est un autre pique-assiette, qui est toujours dans des mauvais coups, qui a toujours des combines, qui est vraiment un ami d'Ivanov, qui essaye toujours de le sortir de l'embarras. Et de l'autre côté, donc chez les Lebedev, il y a Lebedev, qui chez nous est le grand frère de Sacha, qui gère le domaine comme il peut et qui propose même de l'argent à Ivanov pour rembourser ses dettes, en cachette de la grande sœur, Savishna, qui dans notre adaptation a été fusionnée avec Nazarovna et Babakina, qui, elle, gère l'autre domaine très bien à sa façon et qui déteste Ivanov. Donc en fait, c'est des relations de voisinage légèrement toxiques, où l'amour et l'argent se mélangent et on ne sait plus quelle est l'origine de quoi entre amour et argent. Et finalement, tout ce monde qui s'agite autour d'Ivanov comme un trou noir, il les attire comme un trou noir, il finit par disparaître de ça. Il a essayé de prendre sa vie en main, il ne comprend pas pourquoi il n'aime plus Anna, sincèrement, il ne comprend pas pourquoi il ne l'aime plus alors qu'elle est en train de mourir et qu'il devrait être là pour elle. Donc il est désespéré de ça, il est désespéré de son inaction, désespéré de ne pas réussir dans ses affaires ni dans ses amours, et il ne voit pas d'autre solution, alors même que ce mariage est une dernière tentative, le mariage avec Sacha, une dernière tentative de réussir quelque chose dans sa vie. Juste avant de se marier, il se rend compte de l'absurdité de tout ça et il décide malheureusement de se suicider. Par rapport à ce que les jeunes peuvent vivre aujourd'hui, c'est une sorte de manque de perspective aussi, c'est ça? Vous avez fait désolé par rapport à ça. C'est ça. Moi, par rapport à Ivanov, j'avais souvenir qu'il était quand même très déprimé à l'intérieur sans raison.
Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu. C'est souvent monté comme ça, c'est souvent interprété comme ça. C'est exactement ce qu'on n'a pas voulu. Parce qu'en fait, on n'est pas déprimé de l'intérieur. Je veux dire, quand on a 30 ans, on est en pleine forme et c'est le problème. Non, mais je ne vous accuse pas. Le problème n'est pas de l'intérieur. Très clairement, le problème vient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on nous laisse et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Moi, j'ai toujours, enfin, moi, je le ressens comme ça, c'est que pour moi, Ivanov, c'est la synthèse de tous les tourments humains. C'est-à-dire que, non, mais vraiment, si on regarde un peu toutes les facettes, on retrouve tous les tourments humains. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, et c'est ça que je trouvais intéressant de traiter en 2021, justement.